Madeleine, on t'a mis juste là. Ce sera plus pratique. C'est tout ce qu'elle a dit. Un ton léger, comme si elle me rendait service. Une main posée sur le dossier d'une chaise, dans le couloir à la frontière du salon et de la cuisine. Ni dedans, ni dehors. Juste là, le couloir. L'endroit où passent les autres sans s'arrêter. Où la lumière ne reste jamais. Où l'on ne voit pas la table, mais où l'on entend les rires. C'est là qu'elle m'avait placé, pour que je sois à mon aise. J'ai d'abord cru à une erreur. Peut-être manquait-il une place. Peut-être que Jules, mon petit-fils, allait venir s'asseoir à côté de moi, sur le tabouret. Mais non, sur la grande table du salon, tout était déjà réglé, ordonné, parfait. 9 assiettes, 9 verres, 9 serviettes pliées comme des cygnes. Et moi, dans le couloir, avec ma chaise contre le mur. Lucie, ma belle-fille, s'est penchée vers moi, faussement enjouée. Comme ça, tu seras plus près de la cuisine. Tu pourras te lever sans déranger tout le monde. J'ai hoché la tête. Mon corps savait déjà qu'il ne fallait pas protester. À mon âge, toute phrase devient un reproche. Et je ne voulais pas faire d'histoire, pas le soir de Noël. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé net. Ce craquement invisible qu'on reconnaît tout de suite, c'est celui de la dignité qu'on déplace. Je voyais la table d'un peu loin. Je distinguais les silhouettes, les verres qui s'entrechoquaient, les visages qui riaient. Thomas, mon fils, parlait fort, comme pour masquer sa gêne. Il disait « C'est magnifique, Lucie, tu t'es surpassée ». Et elle, radieuse, répondait « J'ai voulu un Noël plus contemporain, plus aéré. » Oui, aéré. Sans moi donc. J'entendais Jules rire, puis dire « Mamie, t'es loin ». Lucie s'est empressée de lui répondre « Laisse-la tranquille, mon cœur. Mamie préfère être là. Elle aime le calme. » Je n'ai rien dit. J'ai souri, du mieux que j'ai pu. Mais ce sourire-là, c'était une plaie maquillée. De là où j'étais, je pouvais voir le sapin, pas la table. Les guirlandes, pas les visages. J'étais témoin d'un festin auquel j'avais autrefois présidé. Autrefois, c'était moi qui décidais de la place de chacun. Moi qui dressais la table, moi qui choisissais les verres, moi qui faisais chanter la maison. Ce soir-là, j'étais devenu un meuble qu'on contourne. Chaque son me frappait comme un écho trop fort. Les rires, le tintement des couverts, les phrases qui se chevauchaient. Je distinguais même le parfum du chapon, ce parfum que j'avais appris à maîtriser, autrefois, dans ma propre cuisine. Mais cette fois, il ne m'appartenait plus. Il passait devant moi, comme un souvenir qui n'a plus d'adresse. À un moment, Thomas s'est tourné vers moi. « Maman, tu veux qu'on t'apporte une assiette ?» J'ai répondu doucement. « Non, ne bougez pas, je vais bien ici. » Lucie a ajouté, sans malice apparente. « Oui, Madeleine aime être indépendante, c'est son côté fort. » Et tout le monde a ri. Pas méchamment, non. Mais ce rire-là, c'était le plus cruel de tous. Celui qui croit être innocent. J'ai pris ma fourchette, coupé un morceau de dinde dans mon assiette, posé sur une petite table pliante, juste à côté du mur. Chaque bouchée avait le goût du silence. Un silence lourd, poli, social. Celui qu'on sert aux femmes, qu'on ne veut plus vraiment écouter. Quand ils ont porté un toast, j'ai levé mon verre vers eux. Mais personne n'a vu. Ils riaient, trop occupés à se photographier, à immortaliser leur beau Noël moderne. J'étais sur la photo, quelque part dans le flou, derrière la porte vitrée. J'ai vu le flash m'effleurer, puis s'éteindre sans m'avoir vraiment atteinte. Je me suis levée discrètement pour débarrasser mon assiette. Lucie m'a dit « Non, non, laisse, on s'en occupe. Assieds-toi. » Mais elle n'a pas remarqué. J'étais déjà debout. C'était mon réflexe, ma façon de participer, d'exister. Mais là encore, elle m'a retiré ce droit-là aussi. « Reste à ta place. » Mais quelle place? Alors je me suis rassis, lentement, dans le couloir. J'ai regardé la porte du salon. Une porte ouverte, mais infranchissable. Et j'ai senti une larme couler, pas de chagrin de lucidité. Je venais de comprendre. Ce n'était pas un oubli, ni une maladresse. C'était une mise à l'écart organisée avec élégance. Le pire, ce n'est pas d'être humilié. Le pire, c'est quand l'humiliation se déguise en bienveillance. La soirée a continué,
rythmée par les chants, les papiers cadeaux, les O et les A. Moi, je regardais le reflet du sapin dans la vitre, et je me disais « Voilà donc ce que je suis devenue. Une lumière qui n'éclaire plus, mais qu'on laisse clignoter pour le décor. » Vers minuit, j'ai prétexté la fatigue. Thomas m'a embrassé distraitement. « Merci d'être venue, maman. Ça nous a fait plaisir. » J'ai souri, puis j'ai pris mon manteau, mes gants, mon sac. Je suis sortie dans le froid. La neige tombait, légère. Sur le trottoir, j'ai respiré profondément. Et dans cette nuit blanche, une phrase m'a traversée comme un éclair. « On ne te déplace pas sans ton accord, si tu décides de rester debout. » Je ne le savais pas encore. Mais ce soir-là, dans le couloir, je venais de reprendre le premier pas de ma liberté. Avant, Noël avait une autre odeur. Une odeur de beurre chaud, de cannelle, de feu de bois, et de mains qui s'affairent sans calcul. C'était le temps où tout avait du sens, parce que tout venait du cœur. Je ne pensais pas encore que le bonheur pouvait s'éroder doucement, par politesse. J'avais 27 ans quand j'ai passé mon premier Noël avec Pierre. Nous n'avions presque rien. Une petite maison de location près de Saint, Étienne, 2 chaises bancales, un poêle à charbon qui fumait. Mais nous avions cette jeunesse qui réchauffe tout. Pierre avait découpé un sapin dans le terrain vague derrière la maison, un peu tordu, mais fier. Il m'avait dit « Il n'est pas droit, mais il a du courage. » Comme nous, et j'avais ri, en accrochant nos 3 boules d'occasion sur ses branches maigres. Le soir, nous avions invité ses parents, 2 voisins, et une amie d'usine. J'avais fait un rôti trop cuit, mais tout le monde disait qu'il était délicieux. Le vin coulait, les chansons partaient de travers, et la vie semblait infinie. Je revois encore la table, simple, claire et pleine de promesses. Les années suivantes, Noël est devenu un rendez-vous sacré. Pierre travaillait beaucoup, moi aussi, mais jamais nous n'avons laissé passer une fête sans effort. Je cousais moi-même les serviettes, j'écrivais les menus à la main, j'invitais ceux qui étaient seuls. Pierre disait toujours « À Noël, Madeleine, il faut qu'il y ait une place de plus. C'est le signe que la maison vit. » Et il y en avait toujours une. Pour un voisin, un ami de Jules, une collègue en larmes. Nous n'étions pas riches, mais nous savions donner. Quand Thomas est né, tout a pris un nouveau sens. Je me souviens de son premier Noël. Il avait 8 mois, il dormait dans un couffin près du feu. Pierre et moi, on se parlait à voix basse pour ne pas le réveiller. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence-là. Pas celui des disputes ou des oublis, mais celui de la tendresse. C'est ce silence-là que je cherche encore aujourd'hui, dans les bruits vides des repas modernes. Nous avons grandi avec les années, mais sans jamais perdre la tradition. Pierre montait au grenier pour descendre les boîtes de décoration, toujours les mêmes. Des anges de carton, des guirlandes de papier que Thomas aimait dérouler. Je faisais mon fameux chapon farci, la bûche maison, le vin chaud au clou de girofle. Les voisins disaient qu'on sentait Noël dans notre rue avant tout le monde. Et c'était vrai. Chez nous, la fête commençait par une odeur. Je revois Pierre, son tablier autour de la taille, goûtant la sauce avec un sérieux d'enfant. Il disait toujours « La cuisine, c'est comme la vie. Il faut goûter avant d'ajouter quoi que ce soit. » Et moi, je souriais en silence. Nous étions une équipe, un foyer. Je ne pensais pas qu'un jour, la table se dresserait sans moi. Quand Thomas a grandi, il a voulu aider, puis s'est lassé. Les adolescents ont d'autres feux à allumer, d'autres Noëls dans la tête. Mais il revenait toujours à la table, le soir du 24. Même quand il a quitté la maison pour Paris, il appelait « Maman, garde-moi ma place. J'arrive tard, mais j'arrive. » Et moi, je gardais sa chaise, comme un geste sacré. Puis Lucie est entrée dans nos vies. Une jeune femme vive, élégante, pleine d'assurance. Je l'ai accueillie comme une fille. Elle m'avait dit la première année « Je n'ai jamais eu de Noël comme les vôtres. C'est si chaleureux ici. » Et j'avais ressenti une fierté immense. Je lui ai donné mes recettes, mes astuces, mes traditions. Je croyais transmettre. Je ne savais pas encore que je donnais les armes qui me remplaceraient. Pierre est parti un hiver, un matin froid de janvier, sans prévenir. Après cela, j'ai continué les Noëls, seul avec Thomas et Lucie. Je me disais que la tradition me sauverait, qu'elle comblerait l'absence.
Je mettais les mêmes nappes, les mêmes verres, la même musique. Mais les rires avaient changé de place. Ils flottaient ailleurs. Thomas me disait souvent « Maman, tu te fatigues trop, laisse Lucie s'en occuper un peu. » Et j'acceptais, heureuse qu'on prenne le relais. Je ne voyais pas encore le glissement. Chaque année, un peu moins de moi, un peu plus d'elle. Un jour, c'est elle qui a acheté le sapin, puis choisi la musique, puis dressé la table. J'ai cru à un partage. C'était une passation. La première fois qu'elle m'a dit « On fera Noël chez nous, ce sera plus simple », j'ai ressenti une joie sincère. Je me suis dit « Enfin, mon fils a son foyer, sa maison, sa famille ». Je ne savais pas encore que dans cette simplicité, je perdais aussi ma place. L'année suivante, elle a pris mes recettes, mon gratin, ma dinde, ma bûche, et la table s'est allongée, plus belle, plus grande, plus froide. Je me suis dit que c'était le progrès. Mais le progrès, c'est parfois la politesse de la dépossession. Et puis, un jour, sans prévenir, elle a placé ma chaise dans le couloir. Comme si, dans cette maison qu'elle appelait la nôtre, je n'étais plus qu'une note de bas de page. Je me revois encore, dans ma cuisine, la veille du drame. J'avais préparé une boîte de sablé pour Jules, emballée dans du papier doré. Je m'étais dit, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un petit bout de moi. Je n'avais pas encore compris que certains gestes, même les plus doux, peuvent déranger ceux qui ont besoin d'oublier d'où ils viennent. Ce soir-là, en arrivant, j'avais eu un pressentiment. Une table trop parfaite, une odeur qui n'était plus la mienne, et cette phrase « On t'a mis juste là, ce sera plus pratique ». C'était la fin d'un cycle, la fin de mes Noëls partagés, la fin de ma place dans la maison des autres. Et pourtant, sans le savoir, c'était aussi le début de quelque chose d'autre. La lente reconstruction d'une femme qu'on croyait finie et qui, un soir de décembre, dans le couloir, a recommencé à se tenir droite. Les humiliations, au début, ne portent jamais ce nom-là. Elles s'habillent d'attention, de gentillesse, de phrases qui semblent inoffensives. Ce sont des sourires polis qui vous effacent un peu à la fois, sans jamais hausser la voix. On ne se rend pas compte tout de suite qu'on disparaît. On croit aider, rendre service, ne pas déranger. Et puis, un jour, on comprend qu'on a simplement cessé d'exister dans leur paysage. Avec Lucie, tout a commencé par des détails. Des phrases courtes, prononcées entre deux gestes, comme des mouches qu'on chasse sans y penser. « Tu en fais trop, Madeleine, on ne vit plus comme avant. Laisse, tu vas te fatiguer pour rien. » Aujourd'hui, on fait simple. Au début, je souriais. Je croyais que c'était une marque d'affection, une manière maladroite de me protéger. Mais non. C'était déjà une prise de territoire. Elle voulait simplifier. Et dans sa bouche, ce mot-là avait un sens précis. Effacer ce qui la précède. Les premiers Noëls chez eux se passaient encore bien. Je venais avec un plat, une attention, une boîte de biscuits pour Jules. Mais chaque fois, quelque chose me glissait entre les doigts. Une recette améliorée, une table revisitée, un détail corrigé. Lucie ne critiquait jamais ouvertement, elle reformulait. Et ces reformulations, petit à petit, remplaçaient ma mémoire. Un soir, alors que je vantais le gratin qu'elle avait préparé, elle m'avait répondu en riant. « Ah, tu vois, je commence à maîtriser tes vieilles recettes. Mais j'ai allégé la crème, c'est plus moderne. » Tout le monde avait ri. Moi aussi. Mais au fond, je sentais déjà cette ligne invisible, entre ce qu'on transmet et ce qu'on efface sous prétexte de mieux faire. Jules, à l'époque, n'avait que 6 ans. Il venait parfois jouer chez moi après l'école. Je lui préparais du chocolat chaud. On faisait des dessins. Il m'appelait Mamie Miel, parce que je mettais toujours une cuillerée de miel dans son lait. Un jour, il m'a dit « Maman dit que trop de sucre, c'est pas bon pour moi. » Je lui ai souri. Mais j'ai compris que même ce petit goût-là, cette douceur-là, ne m'appartenait plus tout à fait. Puis il y a eu les projets familiaux où je n'étais plus vraiment invitée. Les vacances entre eux, les repas entre jeunes. Thomas m'appelait parfois gêné. « Tu sais, maman, c'est Lucie qui organise. Je ne veux pas compliquer. » Je répondais toujours « Mais bien sûr, mon chéri. Profitez. » Et je raccrochais avec cette politesse qui protège du désespoir. Je me souviens d'un dimanche particulièrement révélateur.
J'étais arrivée avec un bouquet de tulipes jaunes. Lucie les a prises, m'a remerciée, puis a ajouté « Elles sont jolies, mais la déco est plutôt dans les tons froids cette année. Je vais les mettre dans la cuisine. » J'ai vu les fleurs disparaître derrière la porte vitrée, comme moi plus tard. Une place à part, pour ne pas jurer avec le reste. Le pire, c'est que tout cela se faisait sans méchanceté apparente. C'était de la douceur organisée, du contrôle poli. Lucie maîtrisait l'art de l'effacement élégant, faire disparaître les autres sans qu'ils puissent protester sans paraître ingrats. Et moi, j'étais trop bien élevée pour me plaindre. Je sentais Thomas se retirer peu à peu dans le confort de son silence. Il n'était pas cruel, il était lâche, simplement. Il préférait que tout reste harmonieux. Je reconnaissais là le fils que j'avais élevé. Courtois, pacifique, incapable de confrontation. Et c'est ce qui me faisait le plus mal, parce que son silence validait tout. Chaque mot de Lucie devenait vérité. Chaque absence d'objection devenait consentement. Un jour, alors que je racontais à Jules une anecdote sur son grand-père Pierre, le jour où il avait ramené un sapin trop grand pour entrer dans le salon, Lucie avait dit, d'un ton léger, « Ah, ces vieilles histoires. Il faut vivre dans le présent, mamie, sinon on ne s'en sort plus. » Le petit avait ri, sans comprendre, et j'avais senti ma gorge se serrer. Elle ne voulait pas seulement être la maîtresse de la maison, elle voulait être la gardienne du récit. Et dans son récit, je devenais une figurante. Chaque semaine, un peu plus, la distance s'installait. Elle choisissait les repas, les horaires, les cadeaux. Moi, je m'adaptais. Je disais oui à tout. Mais dans mon carnet vert, le soir, j'écrivais. Dire oui, c'est parfois une manière de ne pas hurler. Le mépris poli est une forme d'éducation mal placée. Je me tais, mais je note tout. Puis il y eut les discussions à demi-voix. Quand je rentrais dans la pièce, les phrases s'arrêtaient net. Les regards se détournaient. Je ne suis pas stupide. Je savais. J'étais devenue le problème à gérer avec douceur. La vieille qu'on aime bien, mais qui dérange le décor. Un jour, j'ai surpris une phrase pas pour moi, mais sur moi. Lucie parlait à une amie au téléphone, sans se douter que j'étais là. Elle disait « Madeleine est gentille, mais elle est envahissante. Il faut la ménager, sinon elle s'accroche. » Je me suis assise, sans bruit. Le mot « envahissante » m'a frappé en plein cœur. Moi, qui avais consacré ma vie à bâtir des murs protecteurs autour des autres, j'étais devenue une intrusion. C'est ce jour-là, je crois, que le fil s'est cassé. Je n'ai rien dit. Pas même à Thomas. Mais j'ai commencé à regarder autrement, à observer les gestes, les mots, les silences. Tout ce que je croyais naturel devenait calculé. Et dans ce regard-là, quelque chose d'irréversible a commencé, ma lente sortie de leur monde. Je me suis dit, un jour, ils me mettront dehors sans même ouvrir la porte. Ils appelleront ça du confort. Il y a toujours un moment où la comédie cesse. Un instant minuscule, mais définitif, où la politesse se fissure et où l'on comprend non pas avec la tête, mais avec le ventre que quelque chose s'est rompu pour de bon. Pour moi, ce fut un après-midi de décembre, 10 jours avant Noël. J'étais passé chez eux en coup de vent, comme disait Thomas, pour déposer une boîte de sablés et quelques bougies parfumées que j'avais achetées au marché. Je n'avais pas prévenu. Je voulais simplement faire un petit geste, discret, tendre. Lucie m'a ouvert la porte. Un peu surprise, un peu contrariée. « Oh ! Madeleine, quelle visite !» Elle a jeté un regard derrière elle, comme pour vérifier que je n'étais pas de trop dans une scène qu'elle n'avait pas prévue. « Entre si tu veux. » Mais on est en plein rangement. Je suis entrée. Le salon était déjà décoré. Un sapin blanc, uniforme, sans odeur de résine, couvert de boules argentées, tout est identique. Un magazine de décoration, pas une maison. Sur la table, des cartons, des nappes pliées, des serviettes neuves et, au milieu, un plan de table. Un vrai plan de table, avec des étiquettes, des prénoms calligraphiés à l'encre dorée. J'ai regardé les petites cartes. Thomas, Lucie, Jules, Marianne et Paul, les amis, les parents de Lucie, Sophie et Loïc son frère et sa belle-sœur. J'ai lu, encore et encore, cherchant mon prénom. Il n'y était pas.
J'ai cru à un oubli. J'ai levé les yeux vers Lucie, qui, sans attendre, a dit d'un ton presque joyeux. « Ah, oui. Alors, pour toi, Madeleine, on a prévu une place spéciale, dans le couloir, entre la cuisine et le salon. Comme ça, tu pourras te lever plus facilement et, tu sais, ça évite que tu sois trop fatiguée au milieu de tout le monde. » Elle souriait. Mais c'était un sourire qui ne touchait pas les yeux. J'ai senti mes jambes se dérober légèrement. J'ai reposé la boîte de sablé sur la table, comme on dépose une preuve. J'ai murmuré. « Dans le couloir ? Oui, c'est juste à côté, on te verra, ne t'inquiète pas. Et puis tu seras près de la cuisine, tu pourras t'occuper du service si tu veux. Tu adores ça, non ?» Cette phrase, « Tu adores ça, non ?» m'a traversé comme un couteau, parce qu'elle sonnait comme une punition déguisée en compliment. Je me suis entendu répondre. « Oui, bien sûr. » Et à ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas un hasard, ni un malentendu. C'était une mise à distance volontaire, réfléchie, symbolique. On me rangeait, avec méthode. Lucie s'est remise à ranger, parlant d'autre chose. Ah, et pour les desserts, j'ai commandé une bûche pralinée chez un pâtissier, comme ça, pas de fatigue inutile. Inutile de faire la tienne cette année. Je n'ai rien répondu. Ma bûche, celle que j'avais préparée chaque Noël pendant 35 ans, celle que Pierre adorait, celle que Jules appelait la bûche de mamie. Fatigue inutile. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un verdict. Je suis restée debout quelques secondes de trop, immobile, à regarder les cartes de place. Lucie a remarqué mon silence, a ajouté, faussement tendre. « Tu sais, c'est plus simple comme ça. Tu n'auras qu'à profiter. Enfin. » Mais je savais lire entre les lignes. Profiter, dans son langage, voulait dire se taire et ne pas exister trop fort. Alors j'ai souri, poliment. J'ai dit « C'est une bonne idée, oui. Vous avez raison. » Et j'ai pris mon manteau. Lucie a levé à peine les yeux. « Déjà ? Tu veux pas un thé ? » ?»« Non. Merci. Je dois rentrer. » Sur le seuil, elle a ajouté, presque distraitement. « Ah, au fait, n'apporte rien, hein ? On s'occupe de tout cette année. Ce sera plus simple. » J'ai hoché la tête. Plus simple. Toujours ce mot-là, celui qui cache la violence des décisions prises sans vous. Je suis sortie. Dehors, le vent soufflait fort. Le ciel était blanc, presque laiteux. J'ai marché lentement, mes doigts serrés sur mon sac. Je ne pleurais pas. J'étais vide. Un vide propre, tranchant, sans émotion. Arrivé chez moi, j'ai allumé la lumière de la cuisine, la seule pièce où je me sente encore entière. J'ai posé la boîte de sablé sur la table. Je me suis assise, et j'ai écrit dans mon carnet vert. Aujourd'hui, j'ai vu mon prénom disparaître. Non pas effacé par la mort, mais par le confort. Le couloir n'est pas un oubli, c'est une frontière. Je suis restée là longtemps, à écouter le tic-tac de l'horloge. Chaque battement semblait me dire « Tu n'existes que si tu signes ta présence. » Alors j'ai pris ma décision, froide, nette, irrévocable. Je ne serai plus jamais déplacée sans mon consentement. Le lendemain, j'ai sorti mes papiers, le livret de famille, les actes notariés, les relevés bancaires, je les ai étalés sur la table, comme on aligne des preuves. Je n'avais pas encore un plan, mais j'avais la conviction, et parfois, la conviction suffit à faire trembler des murs entiers. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai relu mes notes, et j'ai ajouté une phrase, presque une prière, qu'ils continuent à me croire docile. Le jour où je me lèverai, ce sera pour ne plus jamais m'asseoir dans le couloir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas une minute. La maison était silencieuse, mais en moi tout grondait doucement, sans cri, comme une mer intérieure qui refuse enfin de rester calme. Je suis restée assise dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé tiède, à regarder le reflet tremblant de la lampe sur la table. Il y a des nuits où la douleur ne pleure plus. Elle observe, elle classe, elle mesure, elle décide. Je repensais à tout ce que j'avais fait, donné, offert. Aux années de Noël passées à me lever avant l'aube pour cuire, préparer, accueillir, à Pierre, qui disait toujours « La famille, c'est un devoir joyeux ». Et je me demandais, où donc avait disparu cette joie? Dans quelle bouche s'était-elle éteinte?
Je me suis revue dans ce couloir, ma chaise contre le mur, mon assiette sur une petite table pliante. Cette image tournait dans ma tête comme un mauvais film qu'on repasse sans pouvoir l'arrêter. Mais plus je la revoyais, plus quelque chose de nouveau se formait en moi. Non pas de la colère, mais une lucidité glaciale. Le moment où la victime cesse de se demander pourquoi, pour se demander comment. J'ai compris que j'étais allé trop loin dans le silence, que ma bonté était devenue complice, que ma discrétion servait leurs intérêts, et que le couloir n'était pas une punition. C'était une conséquence. Alors j'ai pris mon carnet vert, ce compagnon que Pierre m'avait offert l'année de nos 30 ans de mariage. J'y ai écrit. Il faut choisir, pleurer ou comprendre. Pleurer soulage, comprendre libère. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que quelque chose devait se passer, que je ne pouvais plus me contenter de survivre dans les marges d'une histoire que j'avais écrite moi-même. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. Le froid de décembre est entré d'un coup, vif, presque tranchant. J'ai respiré profondément. L'air m'a semblé plus propre, plus honnête que tout ce qu'on m'avait dit ces derniers mois. Sur la table, j'ai étalé mes papiers. Le livret de famille, le testament ancien, les factures, les titres de propriété, tout ce que j'avais soigneusement classé pendant des années sans jamais vraiment y prêter attention. Je ne suis pas juriste, mais j'ai toujours eu le sens de l'ordre. Et cette nuit-là, mon instinct d'épouse, de mère, de gestionnaire de l'ombre s'est réveillé. J'ai pris un cahier de comptes, puis un autre. J'ai noté les dates, les chiffres, les signatures. J'ai ressorti les courriers de la banque, les lettres de Maître Perrault, notre notaire depuis toujours. Et peu à peu, l'ensemble a pris forme. Un plan, une logique, une ligne de défense. Je ne me battrai pas avec des cris, ni des reproches, mais avec la loi, la clarté, la préparation. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu le vent siffler contre les vitres. Je me suis dit que ce bruit-là ressemblait à ma vie. On croit qu'il gémit, mais en réalité il nettoie. Je me suis préparé un café noir, fort. Amer, il me fallait cette amertume-là pour rester lucide. Puis j'ai écrit, d'une écriture lente. Ils m'ont placé dans le couloir. Qu'ils n'oublient pas que c'est dans les couloirs qu'on écoute tout. Je me suis revu des années en arrière, quand je travaillais encore à la mairie, derrière le guichet. Je connaissais les lois, les démarches, les mots précis qu'il faut dire pour que les choses bougent sans éclat. Je savais que la vraie force se cache dans la rigueur discrète, pas dans les discours. Et je me suis dit, je vais redevenir cette femme-là. J'ai ouvert un tiroir, sorti une enveloppe Kraft vierge, y ai glissé quelques documents. Le testament, les copies de comptes, la copie du titre de propriété. J'ai écrit dessus, à remettre à Maître Perrault. Et sous la date, j'ai ajouté, en lettres minuscules, pour que la vérité reste écrite, même si la voix s'éteint. Quand l'aube s'est levée, j'étais encore là, droite, les yeux ouverts. Je n'avais pas dormi, mais je n'étais pas fatiguée. Je m'étais réapproprié quelque chose de fondamental, ma capacité à décider. Je n'étais plus une vieille femme dans un couloir. J'étais une propriétaire, une veuve, une mère, et surtout, une témoin. J'ai bu une dernière gorgée de café, puis j'ai rangé chaque papier dans une pochette grise. Avant de refermer le tiroir, j'ai glissé un mot sur un petit papier, comme un sceau, ne pas confondre silence et soumission. Puis, j'ai éteint la lampe. Le jour commençait à poindre. La lumière grise de l'hiver entrait doucement dans la cuisine. Je l'ai regardé envahir les murs, et j'ai murmuré pour moi seule. Cette fois, Madeleine, tu ne laisseras plus personne choisir ta place. Le lundi suivant, à 9 heures, j'étais devant l'étude notariale de Maître Perrault. La même façade de pierre claire, le même panneau en laiton que Pierre et moi franchissions autrefois ensemble pour mettre les choses en ordre. Cette fois, j'étais seule. Et ce n'était plus pour un héritage conjugal, mais pour une protection personnelle, la mienne. La secrétaire, une jeune femme au regard doux, m'a reconnue. Madame Garnier, cela faisait longtemps. Maître Perrault peut vous recevoir tout de suite. Je l'ai suivi jusqu'au bureau, ce couloir feutré qui sentait la cire et les archives. Chaque pas sonnait comme une confirmation silencieuse. Oui, j'étais exactement là où je devais être. Quand Maître Perrault est entré,
Il a eu ce sourire bienveillant qu'ont les hommes de loi qui vous ont vu vieillir sans jamais vous juger. Madame Garnier, toujours ponctuelle. Que puis-je faire pour vous? Je me suis assise, les mains jointes. Je voudrais revoir mon testament. Et aussi mes dispositions concernant la maison. Je veux m'assurer qu'elle reste en mon nom, jusqu'au bout. Il a levé les yeux de ses papiers. Quelque chose a changé? Disons que j'ai mieux compris à qui je faisais confiance. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Les bons notaires savent reconnaître les blessures derrière les phrases sobres. Nous avons passé près de 2 heures à revoir chaque point. Les clauses successorales, les procurations, les comptes communs. Je notais tout, ligne par ligne, comme une élève appliquée. Il m'a expliqué comment verrouiller la vente de la maison, comment léguer directement une partie à mon petit-fils Jules, sans intermédiaire. Ainsi, personne ne pourra interférer, même pas vos héritiers principaux. Vous demeurez propriétaire et décisionnaire tant que vous vivez. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, pas celle des émotions, non, celle du pouvoir retrouvé. J'ai répondu doucement. Alors faisons comme ça. Quand il m'a tendu les documents à signer, j'ai pris mon stylo avec calme. Ce geste simple, ma signature, était un acte de survie. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'ordre. Et la loi, bien utilisée, est la plus silencieuse des justices. Avant de partir, il m'a regardé longuement. Je vous admire, Madame Garnier. Peu de gens ont votre lucidité à votre âge. Beaucoup subissent sans réagir. Je lui ai répondu, sans fierté. Je ne veux pas me battre. Je veux dormir tranquille. Sur le chemin du retour, je me sentais légère. Dans mon sac, la pochette grise semblait peser à peine. Et pourtant, elle contenait toute ma reconquête. Je me suis arrêtée au café du coin, le Manceau, celui où j'allais autrefois avec Pierre. J'ai pris un thé. Le serveur m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai répondu « Non, j'attends la paix ». Il a souri sans comprendre. Mais moi, je savais. Les jours suivants, j'ai poursuivi, méthodiquement. J'ai pris rendez-vous à la banque, demandé un nouveau compte à mon nom de jeune fille Madeleine Chassaigne. La conseillère, une femme d'une 40aine d'années, m'a regardé avec curiosité. « Vous changez de situation familiale ?» Je reprends la mienne. Elle a noté sans commenter. Quelques signatures plus tard, mon autonomie financière était rétablie. J'ai transféré une partie de mes économies sur ce nouveau compte, sans rien dire à personne. J'ai aussi souscrit un petit contrat d'assurance vie au nom de Jules. Rien de spectaculaire, juste assez pour qu'un jour, il découvre que sa grand-mère n'était ni pauvre ni naïve. Chaque étape me rendait plus calme. Je travaillais dans le silence, comme autrefois quand je pétrissais la pâte. Gestes lents, réguliers, précis. Le secret, je l'ai appris dans ma cuisine. Tout est dans la patience. Et pour que personne ne soupçonne rien, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'appelais Lucie chaque semaine. Je lui demandais si elle avait besoin d'aide, si tout allait bien. Je parlais de mes promenades, de mes fleurs. Je riais même, parfois. Elle me croyait revenue à ma docilité d'avant. Je la laissais croire. Elle m'a appelé un jour. « Madeleine, tu viendras un peu plus tôt le 24, d'accord? On aura besoin de toi pour surveiller la cuisson. C'est ta spécialité, non ?» J'ai répondu doucement. « Bien sûr. Ma spécialité, oui. » Je crois qu'elle n'a pas perçu le ton de ma voix, cette note froide, métallique, d'une femme qui a cessé de chercher l'amour et ne vise plus que la justesse. Le soir, je rentrais chez moi et j'écrivais dans mon carnet vert. Ils pensent que je ne dis rien, parce que je ne comprends pas. Mais c'est parce que je comprends trop bien que je ne dis plus rien. La vraie force, c'est de sourire pendant qu'on signe la liberté. J'ai aussi préparé un dossier complet, soigneusement rangé dans le tiroir du buffet sous ma nappe de chinon, celle qu'elle m'avait volée un jour pour la poser sur sa table. Cette fois, c'est moi qui la protégeais, comme un symbole. Sous ce tissu, il y avait ma revanche tranquille. Le notaire, les comptes, le testament, la vérité écrite en mon nom. Le matin du 24 décembre, j'ai mis ma robe grise, celle que Pierre aimait tant, et ma broche en nacre. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air d'une vieille dame tranquille. Mais à l'intérieur, j'étais redevenue une femme souveraine. Je me suis dit à voix basse, « Il croit m'avoir reléguée dans le couloir. Mais ce soir, c'est moi qui tiendrai la porte. »
Le soir du 24 décembre, j'ai quitté ma maison un peu avant 10 à 8 heures. Je tenais entre mes mains un petit panier en osier, sans dessert, sans plat, sans cadeau, seulement une enveloppe scellée. La route jusqu'à chez eux était bordée de guirlandes. Les maisons semblaient rire sous leur lumière, mais dans ma voiture, il n'y avait que le silence, celui des décisions déjà prises. Quand je suis arrivé, le jardin brillait de 1000 ampoules, et de la fenêtre, on voyait le sapin, ce sapin blanc que je détestais, sans odeur ni mémoire. Lucie m'a ouvert la porte, vêtue de rouge, rayonnante. « Ah, Madeleine! Juste à temps. Entre, entre. » Sa voix sonnait faux, un peu trop aiguë, comme celle d'une hôtesse de circonstance. Thomas est apparu derrière elle, avec Jules accroché à son bras. « Bonsoir, maman. Tu vas bien ?» Je l'ai embrassé, simplement. « Oui, mon grand. Très bien. » Je suis entrée. Tout était parfait, trop parfait. Sur la table, les verres brillaient comme des trophées. Et, oui, il y avait bien ma place, là-bas, dans le couloir. Une chaise isolée, avec un petit set de table, à côté d'un radiateur. Lucie triomphante m'a dit « Tu vois, on a tout préparé. Tu seras à ton aise ici, tu pourras aller et venir sans gêner le passage. » Sans gêner. Cette expression, j'aurais pu la graver dans le marbre. Je me suis assise, calmement. Jules est venu m'embrasser, un peu gêné. « Mamie, pourquoi t'es pas avec nous ?» Lucie a répondu pour moi, parce que mamie préfère être tranquille. Mon cœur, j'ai levé les yeux vers elle. Nos regards se sont croisés pour la première fois sans filtre. Elle a vu, je crois, dans mes yeux, que quelque chose avait changé. Le repas a commencé. Je participais aux conversations, à distance. On me parlait parfois, par politesse, comme à une invitée étrangère. Je répondais peu. Je regardais le vin couler, les rires éclater, les assiettes s'échanger. Et dans ma tête, j'avais déjà quitté la scène. Vers le milieu du dîner, Thomas s'est levé pour porter un toast. À la famille, à l'amour, à la paix, et à ceux qui sont là depuis toujours. Lucie a ajouté, faussement émue, et à ceux qui nous soutiennent avec tant de gentillesse, comme Madeleine. Des applaudissements polis sont suivis. J'ai souri, puis j'ai posé mon verre. Puisqu'on parle de famille, ai-je dit doucement, je crois qu'il est temps que je vous donne un petit quelque chose, moi aussi. Le silence s'est installé aussitôt. Je me suis levé lentement, sans trembler, et j'ai sorti l'enveloppe de mon panier. Je l'ai posée sur la table, juste devant Thomas. Lucie a levé les sourcils. « Oh, Madeleine, il ne fallait pas !» Si, il fallait. Thomas a ouvert l'enveloppe. Il a parcouru les premières lignes. Son visage s'est figé. Il a lu à voix basse. Nouvelle disposition testamentaire. Usufruit personnel. Legs direct à l'enfant mineur Jules Garnier. Puis il s'est arrêté. Lucie, curieuse, a pris le papier, l'a parcouru des yeux, et soudain, son sourire s'est brisé. Elle a pâli. « C'est une blague ?» hâtée, elle murmurait. Je l'ai regardée, calme. « Non, Lucie, ce sont simplement des précisions, pour éviter les malentendus plus tard. » Thomas me fixait, incapable de parler. « Maman, tu as changé le testament ?» Je l'ai corrigé. Comme vous le faites si bien avec mes recettes. Le silence, cette fois, n'était plus celui du respect, mais de la honte. Lucie a voulu plaisanter, mais sa voix tremblait. « Mais pourquoi ? On n'a rien demandé, nous. » « Justement, vous avez pris sans demander. » Jules, qui ne comprenait pas, regardait tour à tour sa mère et moi. Je lui ai souri doucement. « C'est pour toi, mon cœur. Pour plus tard. Pour que tu saches que mamie a toujours tenu parole. » Lucie s'est levée brusquement, furieuse. « Mais c'est absurde. Ce n'est pas juste. » Je me suis tournée vers elle, ma voix aussi tranquille qu'un verre d'eau posé sur la table. « Non, Lucie, ce n'est pas juste, c'est légal. » Thomas a murmuré quelque chose, une phrase inaudible, puis a quitté la table, honteux. Lucie, elle, a claqué la porte de la cuisine. Je suis restée seule avec Jules. Il m'a regardée avec une sorte de tristesse confuse. « Tu pleures, mamie ?» J'ai caressé sa joue. « Non, mon ange, je me repose. » Quelques minutes plus tard, j'ai remis mon manteau. Personne n'a osé m'arrêter.
Lucie n'est pas revenue, Thomas non plus. Je me suis avancée vers la porte d'entrée et jeté un dernier regard à cette table, cette scène où il m'avait si longtemps fait jouer le rôle de figurante. Et je me suis dit, cette fois, c'est moi qui écris le générique. Dehors, la nuit était froide et claire. Les étoiles semblaient plus vraies que tout ce que je venais de quitter. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que mon silence pesait plus lourd que leurs cris. Les jours qui ont suivi ce Noël ont eu un goût d'après-guerre. Pas de cris, pas de scènes grandiloquentes. Juste un silence épais, visqueux, celui qui s'installe quand les masques viennent de tomber et que plus personne ne sait comment remettre le visage qu'il portait avant. Thomas ne m'a pas rappelé tout de suite. Je ne lui en voulais pas. Je savais qu'il fallait du temps pour que la honte se dépose. Les hommes, quand ils sont pris entre deux loyautés, se cachent dans la neutralité. Mais la neutralité, dans certaines histoires, c'est déjà un choix. Lucie, elle, n'a pas attendu longtemps avant d'agir. Le 27 décembre au matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe. À l'intérieur, une lettre courte, sèche, tapée à l'ordinateur, quelques lignes. Madeleine, ta décision nous a beaucoup blessés. Nous ne comprenons pas ton geste, ni tes insinuations. Nous préférons prendre un peu de distance. Lucie, pas nous t'embrassons, pas à bientôt. Juste ce mot-là, distance, celui qu'elle avait toujours cherché à creuser. Cette fois, c'était officiel. Je n'ai pas répondu. Pas une ligne. Je me suis contentée de ranger la lettre dans mon carnet vert, avec les autres. Les lettres, les petites phrases, les preuves invisibles du mépris poli. Un jour, peut-être, Jules les lirait non pour juger, mais pour comprendre. La semaine suivante, le téléphone est resté muet. Puis un matin, un numéro inconnu s'est affiché. C'était la banque. Une conseillère voulait vérifier les changements récents sur mes comptes. Je lui ai confirmé calmement que tout était en ordre. Elle m'a glissé, d'une voix un peu hésitante. « Madame Garnier, votre belle-fille a tenté de nous joindre hier pour se renseigner sur votre situation. Nous n'avons rien communiqué, bien entendu. Je l'ai remerciée, poliment, et j'ai compris. Le piège s'était bien refermé. Lucie, pour la première fois, se retrouvait impuissante. Les manettes qu'elle croyait tenir la maison, les comptes, le fils lui échappaient une à une. Elle devait tourner dans son salon, furieuse, comme une reine déchue dans un château trop grand. Je ne jubilais pas. Je ne savais même pas si on peut appeler cela une victoire. C'était simplement la vérité qui reprenait sa place, après des mois de travestissement. Un soir, Thomas a fini par m'appeler. Sa voix était basse, éraillée. « Maman, tu as mis tout le monde dans une situation terrible. » Je me suis tue quelques secondes avant de répondre. « Non, Thomas, j'ai simplement replacé les choses où elles devaient être. La maison n'est pas un décor, elle est le fruit d'une vie entière. Et moi, je ne suis pas une invitée qu'on déplace. » Il a soupiré. Lucie se sent humiliée. Je le suis depuis des années, Thomas. Elle vient simplement de le comprendre. Il n'a rien dit de plus. J'ai entendu un léger tremblement dans sa respiration, puis il a raccroché. Ce fut notre dernière conversation avant longtemps. Pendant les semaines qui ont suivi, la famille s'est fissurée comme un vieux mur sous le gel. Les voisins me rapportaient des bribes de leurs disputes. Lucie aurait crié un soir. « Ta mère t'a manipulée. Elle a tout calculé. » Et Thomas aurait répondu. « Elle, au moins, ne ment pas. » Ces mots-là, si c'est vrai, m'ont suffi. Parce que même dans la colère, la vérité trouvait son chemin. Puis, le silence est revenu. Un silence nouveau. Pas celui de la peur, mais celui de la reconstruction. Je passais mes journées à marcher dans le jardin, à relire mes vieux carnets, à ranger les papiers que je n'aurais plus à justifier devant personne. Je me sentais étrangère à leur tumulte, comme si j'avais franchi un pont invisible. J'ai appris, par une voisine, que Lucie avait annulé un dîner de famille prévu début janvier, qu'elle parlait moins, qu'elle évite le sujet. Thomas, lui, avait repris le travail plus tôt, prétextant une surcharge. Jules, paraît-il, demandait souvent « Pourquoi mamie ne vient plus ?» Et Lucie répondait « Parce qu'elle a choisi d'être seule. » Mais les enfants sentent les mensonges. Je savais qu'un jour, ils verraient la différence entre s'isoler et se protéger. Un matin,
j'ai reçu une enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, un dessin d'enfant, un grand sapin vert avec 3 chaises dessous, 2 grandes, une petite, et une flèche. C'est toi, mamie, sur la chaise du milieu. J'ai reconnu l'écriture maladroite de Jules. J'ai fermé les yeux. J'ai pleuré. Cette fois pas de tristesse, mais de gratitude, parce qu'à travers le regard d'un enfant, j'existais encore à la bonne place. Dans le village, les gens ont commencé à parler. Pas de scandale, non de respect. Les vieilles du marché me glissaient. On devrait toutes faire comme vous, Madeleine. Ne pas se laisser effacer. Je répondais toujours. Ce n'est pas du courage, c'est de la lucidité. Et quand je rentrais chez moi, je posais mes sacs sur la table, je regardais le mur clair de la cuisine, et je me disais, ils vivent dans le bruit. Moi, j'ai choisi le silence. Un silence plein, choisi, presque noble. Leur maison brillait, peu, être davantage, mais la mienne respirait la paix. Je n'espérais plus de réconciliation immédiate. Je savais que les choses se tissent lentement quand elles ont été si abîmées. Mais j'avais cessé d'attendre. J'étais revenu dans ma propre vie. Et c'était déjà une forme de renaissance. Les semaines ont passé, puis les mois. L'hiver s'est effacé lentement, laissant derrière lui une lumière pâle sur les carreaux de la cuisine. Un matin, j'ai ouvert les volets et j'ai su. Quelque chose avait changé. Pas dehors en moi. Je n'attendais plus qu'on m'appelle, qu'on s'excuse, qu'on m'invite. J'avais cessé d'espérer qu'il revienne. Et, à ma propre surprise, cette absence ne me faisait plus mal. Elle me rendait de l'espace. J'ai commencé à redonner du rythme à mes journées. Le lundi, marché. Le mardi, couture avec les voisines. Le jeudi, promenade jusqu'à la rivière, là où Pierre et moi allions cueillir des mûres. J'y apportais parfois un thermos de thé et mon carnet vert. J'écrivais sans amertume, juste pour me souvenir. Les phrases sortaient d'elles-mêmes. On m'a placé dans le couloir, mais j'en suis sorti par la grande porte. Au fil des jours, j'ai redécouvert la saveur des petites choses. Le bruit du pain qu'on coupe, le parfum du linge séché au vent, la lenteur d'un après-midi sans obligation. Je n'étais plus la mère d'eux, la belle-mère d'eux, la grand-mère qu'on invite par devoir. J'étais simplement Madeleine, une femme libre à 75 ans passés. Et cette simplicité retrouvée avait le goût d'une victoire silencieuse. Je me suis mise à jardiner à nouveau. Dans la cour, les primevères sont revenues d'elles-mêmes, obstinées, comme moi. J'ai repeint les volets en bleu pâle, la couleur du calme, disait Pierre. Le voisin, en me voyant, m'a lancé. « Vous vous remettez à bricoler, Madame Garnier ?»« Je me remets à vivre, » ai-je répondu. Un jour, au marché, j'ai croisé Mireille, une ancienne collègue de la mairie. Elle m'a invité à venir l'aider bénévolement à la bibliothèque du village. J'ai accepté. Là-bas, je rangeais les livres, je classais les fiches, je préparais le thé pour les lecteurs âgés. Rien de grandiose, mais tout de juste. Un monde paisible, où chaque mot pesait plus qu'une parole de trop. C'est là que j'ai rencontré Élise, une jeune femme veuve qui élevait seule son fils. Elle venait souvent chercher des livres d'histoire. Nous avons sympathisé. Un jour, elle m'a dit « J'aime votre manière de parler, Madeleine. On dirait que chaque mot que vous prononcez, vous l'avez d'abord lavé du bruit du monde. » Je lui ai souri. Peut-être avait-elle raison. Quand on a trop souffert du vacarme, on apprend à choisir la clarté. Un samedi, j'ai reçu une carte postale. Elle venait de Marseille. C'était Jules. Quelques lignes maladroites. « Coucou mamie, on est en vacances. J'ai vu une chaise bleue sur le port, elle m'a fait penser à toi. Bisous. » Je suis restée longtemps à regarder la carte. Une chaise bleue. Lui n'avait pas oublié où était la mienne. Ce geste minuscule m'a bouleversée. J'ai compris que la mémoire, quand elle est vraie, se transmet sans qu'on la réclame. Peu à peu, je me suis autorisée à être heureuse, sans justification, sans excuse. J'ai commencé à chanter parfois en préparant le repas, comme avant, quand Pierre était encore là. Les voisins devaient m'entendre, mais je m'en moquais. J'avais cessé de craindre le regard des autres. Les journaux parlaient déjà de printemps, et dans mon jardin, les lilas bourgeonnaient. Je les ai taillés, doucement, comme on prépare un renouveau. Je me suis dit, même les plantes savent se relever sans s'excuser. Un matin, je me suis assise sur le banc de pierre, face au jardin,
et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à la jeune épouse pleine d'illusions, à la mère qui s'effaçait pour la paix, à la vieille femme du couloir, qu'on croyait docile, et à celle d'aujourd'hui, droite, calme, qui n'attend plus la permission de vivre. Je n'étais plus en colère, pas même triste. Lucie et Thomas faisaient sans doute leur route à leur manière, prisonniers de leur confort et de leur non-dit. Moi, j'avais choisi la lumière. Je ne voulais plus leur guerre, ni leur pardon forcé. Je voulais la paix, la vraie, celle qu'on signe avec soi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre, laissé entrer le vent du soir. J'ai posé ma main sur la table et murmuré. « Pierre, tu vois, j'ai tenu bon. On ne m'a pas effacé. » Le silence qui m'a répondu n'était plus une solitude. C'était une présence, la mienne. Je me surprends parfois à repenser à cette soirée de Noël. Pas pour la revivre, non, mais pour la regarder enfin comme on regarde un tableau terminé, dont on comprend soudain les ombres, les lumières et le silence qu'il fallait pour que tout prenne sens. J'ai longtemps cru que la dignité consistait à se taire pour ne pas blesser, à sourire pour préserver la paix. Mais le silence qui s'impose par peur n'est qu'un déguisement de la soumission. Il m'a fallu toute une vie pour comprendre que le vrai silence, celui qui guérit, c'est celui qu'on choisit, après avoir tout vu, tout entendu, tout encaissé. Je me souviens encore de ma chaise dans le couloir. Elle existe peu, être toujours, là-bas, entre la cuisine et le salon. Mais dans ma tête, elle n'est plus un symbole d'humiliation, elle est devenue une frontière. La limite que j'ai tracée entre le mépris et la paix, entre ce qu'ils croyaient que j'étais et ce que je suis redevenu. Il m'a fallu accepter que certains enfants ne grandissent jamais vraiment, qu'ils restent prisonniers de leur propre peur de manquer, de paraître, de dominer. Il m'a fallu apprendre à aimer sans m'oublier, à donner sans disparaître, et à reprendre ce qu'on m'avait pris, le droit d'exister sans permission. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis qu'une femme ordinaire, une de celles qu'on croise au marché, discrète, polie, qui dit bonjour avec douceur. Mais derrière mes mains ridées, il y a des murs reconstruits, des blessures refermées, des vérités que je n'ai plus besoin de prouver. Ma justice, je ne l'ai pas criée. Je l'ai écrite, signée, scellée. Et puis j'ai tourné la page. Parfois, le soir, j'imagine Jules devenu grand. Je le vois relire mes carnets, découvrir les mots que j'ai laissés, les dates, les lettres, les silences. Je voudrais qu'il comprenne une seule chose, qu'aimer ne signifie pas obéir, et que la bonté n'exclut pas la fermeté. Je voudrais qu'il sache qu'une femme, même âgée, a encore le droit de dire non, de dire stop, de choisir la lumière. Je ne regrette rien, pas même les années d'effacement, car elles m'ont appris la valeur de la reprise, pas même les humiliations, car elles ont aiguisé ma lucidité. Chaque blessure m'a appris à marcher autrement, à parler moins fort mais plus juste, à regarder la vie en face, sans réclamer qu'elle s'excuse. Aujourd'hui, ma maison est calme. Le matin, j'écoute les oiseaux, je lis les journaux sans hâte, je prépare mon café comme un rituel sacré. Le téléphone sonne parfois, parfois non, mais je ne regarde plus l'absence comme une punition. C'est un espace que j'ai conquis. J'ai compris qu'on ne change pas les autres. On choisit seulement jusqu'où on les laisse nous atteindre. Et moi, j'ai décidé que plus personne ne poserait ma chaise à ma place. La vengeance, au fond, n'existe pas. Il n'y a que des rééquilibrages. Des moments où la vie vous rend ce que vous avez semé, d'une manière ou d'une autre. J'ai semé du soin, de la loyauté, de la patience. Et c'est la paix qui m'est revenue, sous forme de silence, de lumière et d'un peu de solitude la bonne. Je ne leur veux plus de mal. Je souhaite seulement qu'un jour, eux aussi, connaissent ce calme-là, celui qui vient après la tempête, quand on n'a plus besoin de prouver qu'on avait raison. Peu, être qu'un Noël, ils repenseront à moi. Peu, être qu'ils s'assiéront à cette grande table en se demandant où aurait-elle voulu être assise. Alors, j'espère qu'ils comprendront enfin que ma place n'était pas dans le couloir, mais dans leur mémoire. Je me dis souvent que la vie, c'est une longue conversation entre ce qu'on donne et ce qu'on reprend. Moi, j'ai repris ma voix, mais je l'ai laissée basse, car c'est dans la douceur que la vérité dure le plus longtemps. Le soir, quand la lumière baisse,
J'allume une bougie dans la cuisine. C'est mon petit rituel. Je la pose sur la table, à la place où Pierre s'asseyait. Et je lui parle, comme autrefois. Je lui raconte mes journées, mes promenades, mes silences retrouvés. Je crois qu'il m'écoute. Ou peut être que c'est moi qui m'entends enfin. Je regarde la flamme trembler. Elle ne vacille pas à cause du vent, mais parce qu'elle respire. Et moi aussi, je respire, libre. Alors, je ferme mon carnet vert, j'éteins la lampe, et je me dis sans colère, sans triomphe, juste avec cette sérénité nouvelle. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être un langage, une frontière, une force. Parfois même, il rend la justice mieux que les mots. Et c'est là, dans cette pensée simple, que tout s'apaise. Parce qu'au bout du compte, il n'y avait rien à prouver, rien à gagner, seulement à reprendre ma place. Non pas au milieu du salon, ni dans le couloir, mais à l'endroit exact où je choisis désormais de m'asseoir. Et chaque soir, avant de fermer les yeux, je répète cette phrase comme une prière, comme un testament moral pour toutes celles qu'on a voulu rendre invisibles. Le silence peut aussi être une forme de justice.